Tu dis, sans doute est-ce une idée difficile à faire accepter et à faire comprendre que, au fond de toute photographie, quel que soit le sujet étalé à la surface, il y a cet objet lointain, caché dans son épaisseur, ce trou noir. Les astrophysiciens, si massif qu'il attire tout à lui et retient jusqu'à sa propre lumière, ses propres images. Je trouve intéressant, c'est-à-dire cette mise en concordance de ce qu'on pourrait appeler le trou noir. Sans doute, c'est une idée difficile à faire accepter, à faire comprendre, qu'au fond de toute photographie, quel que soit le sujet étalé à la surface, il y a cet objet lointain, le trou noir. Il y a du mystère, il y a quelque chose qui ne peut pas se capter. Oui, ça je pense que c'est vrai, que le fond de toute photographie est de l'ordre de l'invisible. En fait, c'est à partir de l'invisible que rayonne l'image. Dans le même ordre d'idées, et dans un essai sur la pornographie et sur les relations entre la photographie et la pornographie, je développais, c'était un type de pensée un peu parallèle, que dans toute photographie, je vois derrière la surface visible le seul sujet photographique qui m'intéresse, qui est le sexe de la femme, c'est-à-dire l'origine du monde, la fameuse origine du monde de Courbet. Et je crois que c'est dans ce petit livre qui s'intitule La pornographie, une idée fixe de la photographie, que je développe l'idée que dans toute image, quelle qu'elle soit, un paysage, une nature morte, je vois ce fond obligé de toute image que dans le texte que tu cites, je compare au trou noir des astrophysiciens, et que dans un autre registre de la pensée, dans lequel je vois ce sujet essentiel de toute photographie qui est voilà, le sexe féminin. La figure du trou noir m'a beaucoup fasciné. Hein. C'est une théorie des astrophysiciens qui est toujours en discussion. Hein. Elle est probablement vérifiée, mais les trous noirs sont invisibles par définition. Donc on ne les repère que par des altérations qu'ils produisent à leur environnement plus ou moins lointain. C'est-à-dire qu'un astrophysicien découvre que tel astre qui devrait avoir telle orbite, telle trajectoire, désobéit aux règles et fait une trajectoire différente, que son orbite ou que ses mouvements semblent affectés par une force étrange, qui les détourne en quelque sorte, qui les dévie, qui les rend différents de ce qu'ils devraient être. Et c'est ce qui révèle la présence invisible d'un trou noir. C'est-à-dire que c'est le trou noir qui influence son environnement plus ou moins lointain au point de modifier les mouvements, les trajectoires des astres voisins. Et un trou noir, c'est supposé être un astre géant, une planète géante, effondrée sur elle-même, et qui a donc atteint une telle densité de sa matière que, par exemple, un morceau de sucre, il pèserait 5000 tonnes ou 200 millions de tonnes, j'en sais rien. Et que cette densité fait qu'elle retient les photons de sa propre lumière, c'est-à-dire qu'elle retient sa propre image. Un trou noir retient la preuve de son existence. C'est-à-dire qu'il retient les photons qui, circulant à travers l'espace, transmettraient la preuve de son existence, c'est-à-dire son image. Il retient ces photons, il les empêche de s'évader et donc de révéler la présence de cet objet. C'est assez difficile à se représenter, mais ça m'a beaucoup fasciné. Et ça pose vraiment la question de la relation entre l'être et le paraître, c'est-à-dire est-ce que les objets ne sont qu'une image ? Est-ce que la matière n'est que de la lumière ? Si la matière n'est que de la lumière, en effet, si tu arrives à retenir la lumière, qui est faite de photons, ben il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Et donc, bon, ça rejoint évidemment les grandes théories de la physique quantique, de la relativité.
c'est de la façon qu'a eu Einstein de définir la relation entre matière et lumière. Par définition, on ne peut pas aller plus vite que la lumière, parce que si on pouvait aller plus vite que la lumière, on dépasserait notre propre image et donc on se dématérialiserait. Donc ces figures de l'astrophysique, dont moi je parle d'une façon extrêmement profane, hein, je n'y connais rien en réalité. Je m'intéresse à ça comme on peut s'intéresser à la revue Science et Vie. C'est de la grosse vulgarisation. Oui. Mais c'est productif aussi dans ton travail. Dans mon travail, c'est très productif. Très productif, et j'ai développé une chose dont je parle souvent, c'est ma petite théorie personnelle du système solaire. C'est-à-dire qu'on considère généralement que le Soleil est une sorte de grosse lanterne qui nous éclaire, qui éclaire le monde réel, la Terre, les êtres, les objets, la nature, et que voilà, nous sommes éclairés par le Soleil. Alors, ma façon de faire de l'astrophysique, c'est de considérer qu'au lieu d'être une lanterne, c'est un projecteur de cinéma, le Soleil. C'est-à-dire qu'il n'envoie pas de la lumière blanche qui éclairerait des choses qui existent, mais qu'il fait exister les choses, puisqu'il projetterait des images déjà constituées. Alors, si on imagine que le Soleil est un projecteur de cinéma au lieu d'être un projecteur, une lampe, il projette des images, et nous sommes ces images. Nous sommes les images projetées par le Soleil. Donc on a un temps de retard en fait, puisque tout est déjà... Oui, tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout est déjà éclairé. Nous ne sommes pas éclairés par le Soleil, nous sommes les images envoyées par le Soleil. C'est ma théorie. Et tu dis, il est plus difficile au cinéma, qui est un art de la mise en lumière et du transport de la lumière, de restituer l'obscurité. Produire de la lumière, c'est assez facile. Ça peut même consister simplement à tourner un bouton. Quand on appuie sur un interrupteur électrique, on fait apparaître de la lumière. On sait depuis très longtemps fabriquer de la lumière à partir d'une bougie, d'une lanterne, d'une lampe à pétrole ou de toutes sortes de foyers, de toutes sortes de sources de lumière. Ça existe depuis très très longtemps dans l'histoire des hommes. Par contre, produire le noir, l'obscurité, c'est pas si facile que ça. On ne tourne pas un bouton. Il suffit pas de tourner un bouton pour produire du noir. C'est toute une opération pour produire du noir. Il faut s'en protéger, il faut construire des obstacles, il faut tirer des rideaux, fermer des volets, creuser des trous, obstruer des cavernes. Donc, produire le noir, c'est beaucoup plus difficile que produire de la lumière. Tu prends l'exemple d'un film extraordinaire, des plaques d'égout. Tu parles de ce film à un moment donné. Le trou de Becker. Exactement, voilà. Métaphore et inversion. Pour le spectateur de cinéma, l'évasion est en rentrant. Chacune de ces plaques d'égout de trottoir parisien nous rappelle que le cinéma est un voyage dans l'obscurité vers la lumière, une évasion de la vie dans les images. C'est vrai que... En fait, ces réflexions sont parties d'un petit texte de Roland Barthes, dans le numéro 5 de Communication, où il parle de sortir du cinéma. C'est un de ces textes dont il avait le talent, qui ne sont pas des textes théoriques, c'est des textes d'intuition, de sensibilité. Et moi, j'avais développé un peu ça, effectivement. Qu'est-ce que c'est que sortir du cinéma? C'est sortir du noir et aller vers la lumière. Et quand on entre au cinéma, on entre par une rue, on s'enferme, on vient de la lumière et on s'enferme dans une salle noire. Et quand on en sort, on a été baigné dans les images, baigné dans la lumière des images, puis dans le noir, puisque la lumière s'éteint. La lumière s'éteint à la fin de la projection et on débouche dans la rue. Que ce soit le jour ou la nuit, en tout cas c'est une rue qui est autre que celle par laquelle on est entré. Et donc on a fait un voyage, qui a été un grand voyage dans l'imaginaire d'un artiste, d'un cinéaste, mais aussi tout simplement un voyage d'une rue à l'autre, à travers la salle de cinéma.